Les nouveaux présidents du Conseil constitutionnel Mamadou Koné et de la Cour suprême René Afing Kwasi ont prêté serment aujourd'hui. La double cérémonie s'est déroulée en présence du chef de l'État. La 38e session ordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA s'est ouverte également aujourd'hui. Les travaux ont débuté en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Delcamp. 17 pays membres de l'organisation prennent part à la rencontre. Révéler le potentiel numérique de l'Afrique, c'est l'objectif de la 5e édition du Africa IT et Télécom Forum. Ce rendez-vous est prévu à Abidjan du 26 au 27 mars 2015. Bonsoir et merci de suivre ce 23h. Les magistrats Mamadou Koné et René Afing Kwasi ont tous deux prêté serment aujourd'hui. Ils président respectivement le Conseil constitutionnel et la Cour suprême. Les cérémonies se sont déroulées en présence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont officiellement investis pour exercer leur mission, les nouveaux présidents du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Cela à l'occasion d'une double cérémonie solennelle de prestation de serment ce jeudi 12 mars 2015 devant le président de la République, Alassane Ouattara. C'est M. Koné Mamadou qui, le premier, a prêté serment en sa qualité de président du Conseil constitutionnel après que le président de la République a ouvert l'audience demandant au secrétaire général de la présidence de la République, Amadou Gon Coulibaly, de présenter son décret de nomination. Je m'engage à bien et fidèlement remplir ma fonction, à l'exercer en toute indépendance et en toute impartialité dans le respect de la Constitution, à garder le secret des délibérations et des votes, même après la cessation de mes fonctions, à ne prendre aucune position dans le domaine politique, économique ou social, à ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État, après avoir félicité le président du Conseil constitutionnel, l'a invité à œuvrer pour permettre à cette institution d'inspirer davantage confiance aux yeux de tous. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, mon ambition est que le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire soit respecté et inspire confiance, à l'instar des cours et conseils constitutionnels des pays modernes. Votre jurisprudence doit être citée en exemple par l'ensemble de notre système judiciaire et même au-delà de nos frontières. Vous devez faire en sorte que nos concitoyens continue de voir le Conseil constitutionnel sous un regard nouveau. Vous devez apparaître comme le défenseur privilégié et vigilant des libertés fondamentales de nos concitoyens. Après M. Koné Mamadou, c'est au tour de M. Afing Kwasi de prêter serment en tant que président de la Cour suprême. Je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour suprême et de me comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Le président de la République, comme il l'a fait avec le président du Conseil constitutionnel, a engagé M. Afing Kwasi à faire en sorte que la Cour suprême demeure l'une des institutions crédibles en Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, c'est un défi majeur qu'il conviendra de relever pour donner un sens à tous les efforts de développement entrepris par le gouvernement. La justice doit plus que jamais rassurer, car elle constitue le dernier rempart de toutes les initiatives de développement économique et social. À cet égard, la Cour suprême, instance la plus élevée de l'appareil judiciaire, doit jouer pleinement son rôle régalien. Elle doit montrer le chemin par la pertinence et la justesse de ses décisions.
M. Afin Kwasi, on le sait, a été nommé pour succéder à M. Kone Mamadou, qui lui a été nommé en remplacement de M. Francis Vaudier suite à sa démission. Pour la réussite des missions respectives qui sont désormais les leurs, le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué pouvoir compter sur eux. Je vous lis à présent ce télégramme officiel du président de la République adressé à M. Tidjane Thiam, PDG du Crédit Suisse. Monsieur le Président Directeur Général, c'est avec fierté que j'ai appris votre nomination le 10 mars 2015 aux fonctions importantes de Président Directeur Général du Crédit Suisse, une des plus puissantes et prestigieuses institutions financières au monde, partenaire de nombreux pays en développement. En cette heureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, vous adresser mes chaleureuses félicitations et vous dire à quel point ma fierté est partagée par nos compatriotes. J'ai toujours suivi avec beaucoup d'attention votre brillante carrière professionnelle. Il ne fait aucun doute que le choix porté sur votre personne pour présider aux destinées du Crédit Suisse traduit la reconnaissance unanime de vos compétences et de vos qualités managériales. Votre parcours est le plus bel exemple pour la jeunesse africaine des vertus que sont la persévérance dans le travail et l'excellence. Puisse cet exemple inspirer tout particulièrement les jeunes de Côte d'Ivoire et contribuer ainsi à mon ambition de faire de notre pays une nation émergente à l'horizon 2020. Vous réitérant mes fraternelles félicitations, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l'expression de ma considération distinguée. La 38e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, a débuté aujourd'hui à Abidjan. La rencontre regroupe 17 pays membres. La cérémonie a été rehaussée par la présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Léon Brou. 4 grands dossiers sur la table de la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA, rapport financier de l'institution, statut du personnel, élection des juges de la Cour commune de justice et d'arbitrage, point de la mise en œuvre du droit des affaires dans les États membres. Au total, 2 jours d'épreuve sur les bords de la lagune ébriée pour les ministres de la Justice et de l'Économie pour permettre à l'OHADA d'affirmer davantage sa présence. L'OHADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, cet outil d'intégration communautaire pour promouvoir la sécurité juridique et judiciaire. Le fait que les opérateurs économiques, les investisseurs soient assurés de ce que dans cet espace, qu'ils soient au Mali ou en Côte d'Ivoire, ils ont affaire aux mêmes règles de droit, ils ont affaire à la même législation. C'est une sécurité judiciaire, c'est une sûreté, c'est une garantie que leurs investissements en Côte d'Ivoire sont protégés parce que ce n'est pas la loi nationale qui va s'appliquer, mais une loi communautaire. À l'ouverture des travaux qui s'achèvent ce vendredi, le secrétaire permanent n'a pas été le seul à vanter l'apport de l'OHADA dans l'amélioration des performances économiques de l'Afrique et de ses 17 États membres. Le professeur Dorothée Kossi-Sosa a reçu l'appui du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Selon les données du Fonds monétaire international, l'Afrique subsaharienne devrait maintenir une croissance économique robuste estimée à 5% en moyenne en 2013-2014, avec une prévision de 5,7% en 2015. En Côte d'Ivoire, l'amélioration du climat des affaires à l'aune du droit OHADA et les profondes réformes macroéconomiques, structurelles et sectorielles réalisées par le gouvernement ont contribué fortement à la relance de l'investissement et permis à notre pays d'améliorer notamment son classement au Doing Business de la Banque mondiale. Ces résultats économiques en Côte d'Ivoire sont la conséquence de rigoureuses réformes de l'environnement des affaires pour assurer les investisseurs. Illustration avec le tribunal du commerce d'Abidjan, une raison pour le chef du gouvernement d'exhorter la 38e session du Conseil des ministres de l'OHADA à des conclusions qui favorisent l'émergence de l'Afrique tout entière et de la Côte d'Ivoire, notre pays qui préside pour 1 an aux destinées de l'OHADA, dont il abrite également la Cour de justice et d'arbitrage.
À l'initiative du président de la République, Abidjan va accueillir cette année du 18 au 20 mars la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Avant ce rendez-vous, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus et le coordonnateur résident des Nations Unies, Babacar Cissé, mobilisent les acteurs de développement. Lansine Bakayoko. Les pays africains en croissance continue depuis une dizaine d'années se retrouvent du 18 au 20 mars prochain à Abidjan. Autour d'une conférence internationale sur l'émergence, ils doivent identifier les stratégies opérationnelles en vue d'articuler dans un ensemble cohérent les initiatives nationales, régionales et continentales devant conduire à l'émergence. Il s'agit de constituer des réseaux de partage de connaissances entre pays africains et pays émergents afin d'accélérer le processus par une croissance inclusive. Ce que nous attendons de cette conférence, c'est que nous puissions non seulement échanger entre nous, mais au-delà faire des recommandations fortes qui vont inspirer la politique de la Côte d'Ivoire et de tous les pays africains, mais également mettre en place un réseau qui nous permettra d'entretenir ce qui aura été construit ici. Aujourd'hui, le plus grand défi pour beaucoup de pays africains est de savoir comment aller au-delà de la simple croissance économique pour accéder à l'émergence, processus de transformation structurelle par une réduction massive de la pauvreté. On ne peut pas prétendre être un pays émergent quand la moitié de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Il ne s'agit pas de répliquer ce que la Chine a fait, mais de le mettre dans le contexte qui est le nôtre et de voir comment on peut donc s'inspirer de ces expériences-là pour donc sortir nos populations de la pauvreté. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le gouvernement travaille à planter le décor qui permettra au cours de la prochaine législature d'atteindre effectivement ces objectifs à l'horizon 2020. Cette conférence réunira 40 pays et environ 300 experts issus du monde politique, administratif, universitaire et entrepreneurial en provenance des 5 continents. Le président Alassane Ouattara animera un panel de haut niveau à cet effet. Quel est le potentiel numérique du continent et comment ce potentiel peut-il booster le rendement économique des pays africains? Ces questions devraient trouver des réponses au cours de la 5e édition de Africa IT et Télécom Forum 2015. L'événement est prévu à Abidjan du 26 au 27 mars. Il a été officiellement lancé aujourd'hui à l'espace Serrailleux, Uomoa, Herman Niamey. Professionnels du secteur des TIC et télécoms, décideurs et entreprises de télécommunications et technologies de l'information et de la communication, tous attendus à Abidjan du 26 au 27 mars prochain. La 5e édition de Africa Haïtienne Télécom Forum, qui se tiendra à Abidjan, sera l'occasion de mettre en exergue le potentiel numérique de l'Afrique et aura pour but de créer un cadre d'échange entre les professionnels et décideurs du secteur afin de débattre des fondamentaux nécessaires pour faire profiter l'Afrique d'une révolution qui ne peut être que bénéfique pour améliorer les conditions de vie des populations et le rendement économique des pays. L'émergence numérique, la révolution numérique est en train d'aller à une vitesse tellement vite qu'il est important d'accompagner ça par des moyens de réflexion comme AITF qui permettent au pays et à la région d'adapter la rapidité technologique à la réalité du terrain. Le directeur général de ANSU, l'Agence nationale du service universel TIC, Eloge Soro Kipeya, a pour sa part insisté sur l'importance des nouvelles technologies dans la stratégie du gouvernement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. D'ici 2017, vous aurez une infrastructure de fibre optique qui va couvrir l'essentiel de nos préfectures et de nos sous-préfectures, avec un linéaire qui va tourner autour de 7000 km. La 5e édition de Africa Haïtienne Télécom Forum, qui s'ouvre dans les prochains jours, s'articulera autour du thème « Afrique, l'avenir est numérique ». Plus de 400 participants et 30 intervenants venus du monde entier sont attendus à ce forum. L'USAID a décidé d'assister les députés ivoiriens dans leur quête d'améliorer les conditions de vie des populations. Cette aide se traduit par un projet dont la phase 2 a été lancée ce jeudi, nous dit Léon Brou. Bingerville, deuxième capitale historique de la Côte d'Ivoire. Ici encore, les populations ignorent souvent les raisons à l'origine des dysfonctionnements des services publics. Illustration avec les coupures d'électricité. Il y a beaucoup de coupures intempestives de courant à Bingerville.
On ne sait pas les origines, mais en tant que population, on ne sait pas comment gérer les choses. Le secteur de l'eau, de la santé, de l'école, bref, l'administration en général est critiquée pour mauvaise qualité de service. Est-ce à tort ou à raison? Comment améliorer l'accès des populations aux services publics? L'USAID appuie l'Assemblée nationale pour résoudre ces questions. À la clé, ce comité de 21 membres représentant toutes les couches socio-professionnelles, avec à leur tête le député de Bingerville. C'est une préoccupation majeure. Il y a le problème d'eau, mais qui sera résolu bientôt, parce qu'il y a un forage qui est en train d'être fait au niveau de Bingerville, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Après avoir fait l'état des lieux, la plateforme va approcher les différents responsables. Une fois qu'on aura identifié les blocages, si c'est des problèmes matériels, des problèmes financiers, mais la plateforme touchera qui des droits? En clair, ce comité est la plateforme pour faciliter l'accès des populations de Bingerville aux services publics. Comme ici, il sera installé dans 23 autres circonscriptions électorales. Elles ont été sélectionnées dans le cadre de la deuxième phase du partenariat entre l'Assemblée nationale et l'USAID pour améliorer les relations entre le peuple et ses représentants. Les réfugiés ivoiriens au Libéria désireux de regagner leur pays vont pouvoir à nouveau être satisfaits. Le processus de rapatriement volontaire a redémarré. Il avait été interrompu à la suite de la fermeture des frontières terrestres entre la Côte d'Ivoire et le Libéria du fait de l'épidémie de fièvre à virus Ebola. Les modalités pratiques de cette reprise ont été étudiées par l'État de Côte d'Ivoire, le HCR et le Libéria. Vous en saurez plus dans nos prochaines éditions. Les producteurs du bois ont été sensibilisés au nouveau code forestier dont dispose désormais la Côte d'Ivoire. Ce code forestier fixe notamment les nouvelles dispositions en matière de politique forestière. Grâce Kando. Le gouvernement ivoirien a adopté un nouveau code forestier en juillet 2014. Ce code forestier fixe les nouvelles dispositions en matière de politique forestière prenant en compte les exigences internationales. Ce nouveau code forestier vise notamment à sécuriser le reboisement, à inverser la tendance de la déforestation tout en garantissant l'activité forestière. Une action saluée par le syndicat des producteurs du bois au cours d'un séminaire de formation et de sensibilisation sur le nouveau code forestier. La Côte d'Ivoire aujourd'hui subit une véritable dégradation forestière et nous ne sommes pratiquement plus un pays forestier. Et nous l'entendons le redevenir très rapidement, selon même la vision du président de la République. Et donc, avec les décrets d'application de ce code, nous pensons pouvoir répondre effectivement à des choses peut-être qui auraient pu nous échapper, puisque la lucarne est faite, les opportunités sont là. Nous allons pouvoir profiter de tout ça pour prendre en compte ce qui a pu échapper éventuellement. Mais sinon, effectivement, ce code nous donne satisfaction. Les membres du syndicat ont pris l'engagement de s'approprier ce nouveau code forestier. Ben Salah, président du syndicat des producteurs du bois, entend initier une campagne nationale pour expliquer le bien fondé de ce nouveau code forestier. L'aéroport de San Pedro vient d'être électrifié, une action menée par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Adama Toungara. Elle fait partie d'un vaste programme destiné aux zones stratégiques de l'intérieur du pays. Thomas Nguessambi. À la demande expresse du chef de l'État Alassane Ouattara, Fela Lumière pourra désormais illuminer de sa robe étoilée tout le périmètre de l'aéroport de San Pedro. La mise sous tension de l'éclairage de ce lieu stratégique s'est faite par le premier responsable gouvernemental de l'énergie. Les agents de Sécurité SAM qui sont chargés d'assurer la sûreté des vols. Alors, ils ont la lumière sur la piste et ils dormaient dans l'obscurité. Le président a demandé que ceci soit corrigé et je suis très heureux. Par cet acte, c'est le travail d'exploitation qui gagne désormais en efficacité, au dire de ce responsable de la Sodexam. Quand nous avions des avions qui viennent la nuit, surtout que Air Côte d'Ivoire opère la nuit, nous avons du mal à parquer les avions dans cet espace-là. Et voici qu'aujourd'hui, c'est une chose faite. On a mis des projecteurs, mais l'espace n'était insuffisant pour parquer tous les véhicules qui viennent. Mais voici que la situation est libérée et nous sommes vraiment heureux. Maître d'œuvre de l'opération, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie assure et rassure sur la bonne exécution du programme présidentiel en la matière.
Grands bénéficiaires sans doute de cet éclairage, les habitants des environs ne boudent pas leur plaisir à rester sous les lampadaires nouvellement allumés. En prélude à son congrès extraordinaire prévu le 22 mars prochain au Palais des Sports de Trècheville, le Rassemblement des Républicains s'est réuni hier. Il a été question de la mobilisation et de la mise en place d'un comité d'organisation. Ahmed Traoré, Alexis Ouedraogo. Pour son congrès extraordinaire du 22 mars, le Rassemblement des Républicains RDR veut mobiliser environ 25 000 personnes. Un défi à relever pour les cadres du parti. À ce congrès, il s'agit pour les militants de démontrer que le président Alassane Ouattara reste encore populaire. Pour le secrétariat général, le 29 décembre, les militants du RDR vont renouveler certainement leur confiance au président Alassane Ouattara. Selon le ministre Adama Bictogo, président du comité d'organisation, cette mobilisation va conforter les alliés du RHDP qui ont choisi le président Alassane Ouattara comme leur candidat. Le congrès sera une fête pour célébrer les valeurs et idéaux du RDR. Ce congrès extraordinaire vient permettre à des populations qui ont été privées de choix en 2010 lorsque le président de la République a gagné les élections. C'est donc une fête où les militants, non seulement seront l'expression même de l'homme Alassane Ouattara. Et cette expression se traduira par une grande mobilisation et qui sera donc l'expression de la reconnaissance à un homme qui fait le don de soi pour son pays. Pour dynamiser le processus de mobilisation, plusieurs rendez-vous auront lieu. Les femmes du parti ouvriront le bal par un meeting le 14 mars à la place Figayo de Yopougon. Le lendemain, les enseignants du parti entreront dans la danse au Palais de la Culture de Trècheville. Les jeunes, eux, boucleront le bal avec un grand rassemblement le 18 mars prochain à la place Inch'Allah de Koumassi. Francophonie économique, ça commence ici. C'est le thème des Journées nationales de la francophonie. Ces journées ont débuté aujourd'hui. On en parle avec Franck Quadiou. Une communauté ayant en partage la même langue, le français. 1970, émergence de l'espace francophone en un modèle de coopération culturelle et sociale. Et depuis le 15e sommet de Dakar, l'outil veut se positionner comme une force au service des économies des États. Le thème des Journées nationales de la francophonie est tout trouvé. La francophonie économique, ça commence ici. Initialement, la francophonie, c'était la culture, c'était la promotion de la langue française que nous avons en partage. Mais la francophonie, ce sont des hommes et des femmes qui ont des besoins, qui ont une réalité, qui ont une existence. Et la question économique, donc, s'est imposée d'elle-même. Une dynamique pour mieux amorcer les journées de la francophonie. Ces journées vont essayer d'illustrer les directives qui ont été indiquées à Dakar. Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix, acteurs de développement. C'est donc pour 2 ans jusqu'au prochain sommet, le moment de dire aux jeunes et de faire pour les jeunes ce qu'ils attendent, c'est-à-dire leur offrir des perspectives. Journée ponctuée d'activités de réflexion, des expositions et de formation sur l'entrepreneuriat jusqu'au 20 mars prochain, jour de la cérémonie solennelle. Et pour planter le décor, un panel sur le positionnement de la Côte d'Ivoire dans la francophonie économique. Une palette large de possibilités donc. 220 millions de francophones sont répartis aujourd'hui à l'échelle des 5 continents. En religion, le président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux du Vatican est attendu en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mars prochain. Les raisons de cette visite ont été données par l'archevêque métropolitain de Korogo, dans ce reportage d'Akri Agenor et Grace Kando. Son Éminence Jean-Louis Cardinal Torrent, président du Conseil pontifical du dialogue interreligieux au Vatican, sera en Côte d'Ivoire du 13 au 17 mars prochain. Les temps forts de la visite du nouveau caméline de l'Église catholique universelle. Samedi, le cardinal passera à l'UCAO pour saluer le président de l'UCAO, le corps professoral et les étudiants. Et l'après-midi du samedi, le cardinal sera à Korogo où nous avons la célébration
des 110 ans de l'arrivée de l'Évangile dans le Nord et précisément à Korogo. Dimanche 15, nous aurons la grande célébration eucharistique à 10h30 en la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo. Et puis le lendemain, le cardinal revient en Abidjan à 12h. Le cardinal rendra une visite de courtoisie au président de la République. En tant que président du Conseil pontifical, Jean-Louis Cardinal Tauran aura un message à l'endroit des différents guides religieux. Il faut reconnaître qu'en Côte d'Ivoire, les gens prient beaucoup. Et quand on reçoit une grande autorité qui vient du Vatican, c'est pour nous dire, mes chers amis, Dieu est au centre de notre vie. Il ne faut pas l'oublier, quelle que soit la religion à laquelle nous appartenons. Et puis, inviter aussi les différents guides religieux à se mettre d'accord pour prier pour la paix en Côte d'Ivoire et pour des élections apaisées. Son éminence Jean-Louis Cardinal Tauran est la deuxième personnalité du Vatican. Il gère les affaires courantes en cas de vacance du pouvoir. Né en 1960, le reggae, la musique la plus populaire de la Jamaïque, est très appréciée dans le monde. La Côte d'Ivoire n'est pas un reste. Le pays a un village rasta dans sa capitale économique, outre la cinquantaine de chanteurs reggae qu'il renferme. La Côte d'Ivoire a même lancé un festival reggae en avril prochain. Au regard de ces fêtes, on se demande si Abidjan n'est pas la deuxième ville du reggae après Kingston. Le dossier de ce jeudi vous est proposé par Issa Yeo et Abou Sanougou. L'histoire du reggae ivoirien se confond avec Koné Seydou alias Alpha Blondy. C'est avec lui que la Côte d'Ivoire découvre véritablement la musique reggae. Révélé par l'émission Première Chance sur les antennes de la RTI, Alpha Blondy sort son premier album Jah Glory en 1982. Pour Koné Dodo, son ex-manager, Alpha Blondy a influencé et inspiré plusieurs jeunes à faire du reggae. Depuis qu'Alpha a sorti son premier album, les choses ont subitement changé en Côte d'Ivoire pour ce qui concerne le reggae. Et depuis, une multitude de jeunes ont essayé de l'imiter, de s'intéresser au reggae, et cela nous a, je crois, réussi. Le reggae ayant conquis le cœur des mélomanes ivoiriens, Abidjan devient un passage obligé pour les stars de renommée mondiale. Jimmy Cliff, Laiki Doubé, Adjaman Levy, Rita Marley et bien d'autres. Une situation favorable à Abidjan au niveau du classement mondial. Aujourd'hui, nous sommes à la seconde place. Parce qu'en fait, moi je ne connais pas beaucoup de reggaemen de nationalité anglaise qui fassent une carrière véritablement internationale. La plupart, la quasi-totalité viennent de Jamaïque et les îles qui environnent la Jamaïque. Bon. Chez nous, nous avons plus d'une cinquantaine de reggaemen, dont certains sont très connus. Aujourd'hui, quand vous voyez dans la capitale, les clubs de reggae poussent comme des champignons. Avec la nouvelle génération, ils ont beaucoup de techniques du reggae et qui peut les amener sur le plateau international. Aujourd'hui, plus qu'hier, le reggae est une musique capitale en Côte d'Ivoire. Et dans le monde, les Jamaïcains eux-mêmes, quand ils citent les plaques tournantes du reggae, ils parlent de la Côte d'Ivoire et ils respectent la Côte d'Ivoire. Avant c'était logique, mais maintenant là, c'est un peu flou, c'est pas logique. Nous les reggae, nous ne sommes pas à la place parce qu'il y a plein de choses qui se passent, nous ne sommes pas soudés. Quand on se voit, on fait semblant de s'aimer, nous ne sommes pas soudés comme les Zouglous, comme les DJ. Cette deuxième place revendiquée par les reggae-fans ivoiriens est justifiée par l'existence de nombreux espaces du live. Depuis Bob Marley et depuis Alpha Blondy, Tikenja, ça fait partie de la culture de Côte d'Ivoire. En dépit de cette ferveur, tout n'est pas rose. Ici, il y a eu quand même plein de chanteurs reggae renommés. Je n'ai pas envie de dire le nom de quelqu'un ici. Mais, ça dit ces gens-là, ça dit que chaque fois, ils aiment barrer la route à leurs frais. Eux, déjà, ils ont des majors, ils ont des grands, quand même grandes maisons, les organisateurs. Et ces gens-là, ils savent que ceux-là ne sont pas en Côte d'Ivoire. Mais ils ne donnent pas la route à ces gens-là. Venir regarder ce qui se passe ici en Côte d'Ivoire. La cible du reggae, c'est d'abord le petit peuple.
Si vous faites un festival à un coût très élevé, naturellement, il va être difficile à un jeune d'Abobo de venir payer 5000 francs pour regarder son idole. Ce n'est pas parce qu'il n'aime pas le reggae. Il n'a peut-être pas les moyens de venir à ce festival. Il faut savoir faire la promotion. Hein. La communication est importante. Donc si tu n'as pas les moyens, le reggae coûte cher. C'est la musique de Jah. C'est la musique divine. Donc tu n'as pas les moyens, c'est difficile. Pour rectifier le tir et confirmer la bonne place du reggae en Côte d'Ivoire, le ministre Moussa Dosso procède au lancement du Festival international de reggae d'Abidjan, prévu du 9 au 12 avril au Palais de la Culture de Treichville. Cette manifestation culturelle qui va se tenir dans notre pays va asseoir la promotion surtout de cette musique reggae que nous aimons tant en Côte d'Ivoire. Il y a des villages ici qui vivent, mais alors comme en Jamaïque. Et vous avez des passionnés de cette musique qui vivent en communauté. Et tout ça a besoin d'être montré. Quand le ministre Dosso Moussa a décidé de faire un festival de reggae, j'en étais très heureux. Très heureux parce qu'en fait, je me sentais qu'il y a beaucoup de gens, des personnalités importantes, qui venaient à nous pour nous aider à continuer le combat que nous menons depuis près de 30 ans. La Côte d'Ivoire, vraie terre du reggae, tout porte à le croire. Et avec la renaissance du festival de reggae, tout doucement mais sûrement, des artistes posent en Côte d'Ivoire les jalons de cette musique venue d'ailleurs. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur RTI1.